Dans la première partie de Petit meurtre entre riches, Un entrepreneur macho qui a une aventure avec une femme du monde. une improbable histoire d'amour va finir dans le sang. La presse avait monté en épingle le côté ménage à trois, dont sont friands les Américains. Et ensuite, le Casanova du Texas Il collectionnait les femmes, il les aimait grandes avec de gros seins. dompté par une championne de rodéo. Rhonda n'avait rien d'un ange, elle était capable du pire. Je m'appelle Christopher Mason. Chez les riches, se marier avec quelqu'un d'une classe inférieure est un vrai poison social. Pourtant, combien de milliardaires solitaires se sont amourachés de la femme de chambre ou du plombier? On peut préférer mettre du piment dans sa vie avec quelqu'un d'un peu frustre que s'ennuyer avec quelqu'un de son milieu. Seulement, un diamant brut peut très bien devenir une brute tout court. Un dimanche matin tranquille dans ce paradis pour milliardaires. C'est un des lieux de villégiature estivale les plus élégants et les plus huppés d'Amérique. La plupart des nantis qui vivent ici sont encore en peignoir de soie, en train de siroter leur café crème, tout en feuilletant les journaux. Sauf dans cette opulente résidence. Ted avait été battu à mort. On lui avait cassé les doigts et les mains. Il avait plusieurs côtes cassées. Il était complètement nu. Il n'avait plus que sa montre. Quel drame sordide a eu lieu dans ce luxueux havre de paix? Ce genre de crime n'est pas courant dans l'East Hampton. À la fin des années 1980, Wall Street se remet à peine du krach boursier. Mais certains New-Yorkais ne sont pas encore guéris de leur cupidité. Ces prédateurs boursiers entendent bien profiter de la crise financière. C'est le cas du banquier d'affaires Ted Hammond. Il s'enrichit en faisant équipe avec une société spécialisée dans les opérations d'acquisition à effet de levier pour racheter les entreprises en difficulté. En 1990, Ted devait valoir dans les 50 millions de dollars. Comme la majeure partie des richissimes new-yorkais, Ted fuit souvent l'enfer de Manhattan en allant se réfugier dans sa somptueuse villa de bord de mer dans les Hamptons. East Hampton est très résidentiel. Les haies autour des villas sont plus hautes que partout ailleurs. Beaucoup de célébrités viennent y passer l'été. Star de cinéma, créateur de mode, mania des affaires, East Hampton est une villégiature estivale parfaite pour les personnages en vue comme Ted Hammond. Je flânais dans les Hamptons à la recherche d'une maison. La meilleure fusion que négocie le banquier à ce moment-là est son mariage avec la sublime Generosa Rand. Generosa était une femme extraordinaire. Elle était courageuse, elle avait du chien, elle était drôle, gentille et elle portait bien son nom, vraiment généreuse. Elle n'imaginait pas qu'un jour, on se marierait. Ils sont tombés amoureux 15 ans plus tôt, le jour où Generosa faisait visiter à Ted un appartement chic à New York. Imaginez la tête qu'elle a fait. Grâce à l'énorme fortune de Ted, Generosa, qui avait travaillé dans l'immobilier, lance sa propre affaire de vente de villas de luxe. Des villas que Generosa faisait d'abord entièrement restaurer, comme l'explique son ami de longue date, Beverly Wilkes. Ils avaient accumulé suffisamment d'argent pour acheter plusieurs propriétés à différents endroits. Et Generosa passait beaucoup de temps à réaménager et à décorer les demeures qu'ils achetaient. À la fin des années 1990, les Hammond possédaient 5 propriétés en différents endroits du monde. Leur acquisition la plus récente était un superbe manoir anglais. Ted a acheté ce magnifique manoir dans le Surrey, en Angleterre, que Generosa, bien sûr, allait faire aménager. Elle adorait cela. Elle est donc partie là-bas pour surveiller les travaux, pendant que Ted passait ses semaines à New York, occupé à ses affaires. À ses affaires et à bien d'autres choses. À Manhattan, Ted passe aussi ses nuits en bonne compagnie. Generosa a découvert que Ted entretenait une liaison avec une femme. Cette femme avait un enfant.
et Generosa soupçonnait Ted d'en être le père. Pour couronner le tout, le couple Ted-Generosa était stérile. Pour une raison que j'ignore, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Donc en 1992, ils ont adopté des jumeaux originaires d'Ukraine. 2 beaux petits blonds, une fille et un garçon. Pendant 8 ans, la petite famille nage dans le bonheur, mais cela ne dure pas. En 2000, l'infidélité de Ted pousse Generosa à demander le divorce. Elle était convaincue que non seulement il l'avait trompée, mais qu'il avait mis cette banquière enceinte. Donc leur couple s'est littéralement effondré. Ted et Generosa se déchirent au sujet de la garde des enfants, mais s'accordent sur un point. Ils partageront leur résidence de vacances à East Hampton. En octobre 2001, le divorce approche et Ted est sous pression. Il va passer un week-end dans leur villa des Hamptons pour se détendre. Bien sûr, il n'était pas enchanté de perdre autant d'argent, mais il se projetait déjà dans sa nouvelle vie. Le lundi suivant, Ted Hammond ne se présente pas à ses rendez-vous. Son associé s'est étonné de ne pas voir Ted à une réunion importante. Il n'était pas non plus allé chercher ses enfants à l'école. C'était inquiétant. Soupçonnant quelque chose de grave, l'associé de Ted et son chauffeur se rendent en hâte dans les Hamptons. Son associé y est allé en hélicoptère et c'est lui qui est entré le premier dans la villa. Ted, tu es là? Ils ont trouvé Ted dans la chambre principale. Il était complètement nu. Il n'avait plus que sa montre sur lui. La police se rend immédiatement sur place, mais pour Ted Hammond, il n'y a plus rien à faire. Il est mort depuis au moins 24 heures. Ted avait été battu à mort, frappé à la tête, et en plus horriblement lacéré. D'étranges brûlures cutanées indiquent que le millionnaire a été agressé avec un taser. Un malfaiteur violent se serait introduit dans ce quartier chic? Sur le plan de travail de la cuisine, il y a toujours le portable de Ted, les clés de sa Porsche et 2000 $ en liquide. Il ne peut donc pas s'agir d'un cambrioleur. La porte d'entrée n'avait pas été forcée et la police n'a pas trouvé d'autres empreintes que celles des personnes qui fréquentaient normalement la maison. Regarde ça. Les enquêteurs découvrent un système de surveillance très perfectionné qui a été mis hors d'usage. Il avait été débranché et le disque dur de la caméra avait disparu. Cette installation comprenait des caméras dans toutes les chambres et manifestement, elle fonctionnait lorsque Ted a été tué. La police aurait pu identifier le tueur. Seuls les proches de Ted Hammond pouvaient connaître l'existence de ce système de sécurité. Le système de vidéosurveillance était installé au fond d'une toute petite pièce, sous le toit. Il fallait ouvrir une porte et pratiquement aller dans les combles pour le voir. Vraiment pas l'endroit où on s'attendrait à trouver un tel dispositif. Le disque dur de la caméra a été enlevé. Mais dans la maison, tout est intact. De plus, si un étranger était entré par effraction, les chiens de Ted l'auraient alerté. Autrement dit, l'auteur du crime est sans doute un proche. Rien n'avait été volé, rien n'avait bougé. Et il devenait donc évident que le meurtrier était quelqu'un qui connaissait un tant soit peu la maison. Quelqu'un qui pouvait y pénétrer. Dès lors, les enquêteurs se penchent sur les dernières heures de Ted Hammond. Ils découvrent qu'il n'a pas passé ce week-end de détente tout à fait seul. Peu après son arrivée, son ami de New York est venu lui rendre visite. La séduisante banquière n'est pas là pour négocier un rachat hostile. La maîtresse de Ted est-elle impliquée dans sa mort? Elle affirme qu'après leur rendez-vous galant, elle est retournée chez elle, dans les Hamptons, où elle possède elle-même une villa. Ils ont passé un certain temps ensemble et puis elle est partie. Son alibi vérifié, la maîtresse de Ted est disculpée. Cependant,
Elle va fournir un indice important en disant aux enquêteurs que la nuit du crime, elle a reçu de Ted un message bizarre. Écoute, je suis sur la plage. Il y a des types bizarres ici, j'ai peur. Je rentre chez moi tout de suite. Appelle-moi. Ted appelait de 2 Mile Hollow Beach, une plage connue comme un lieu de rendez-vous gay. Le bruit a couru que Ammon était homosexuel et qu'il s'était rendu à un de ces rendez-vous gays qui aurait mal tourné. Un événement étrange survenu dans la rue où habite Ted met les enquêteurs sur une première piste. Un étrange rapport de police indiquait qu'un homme avait été vu en train de courir nu dans cette rue, non loin d'une plage gay. La mort de Ted Ammon est-elle liée à ses orientations sexuelles? Un secret qui menaçait d'éclater au grand jour? Normalement, ce qui peut arriver de plus choquant au cours d'un week-end dans les Hamptons, c'est que le traiteur vous fasse faux bon pour le dîner. Or là, c'est un meurtre qui vient ébranler cette enclave cossue, et ce pour la première fois depuis plus de 20 ans. Et pas n'importe quel meurtre. L'affaire d'East Hampton a tous les ingrédients voulus. Du sexe, des ragots et des rumeurs au sujet d'un homme nu courant au milieu de la rue. La première théorie, celle du rendez-vous gay qui aurait mal tourné, a été privilégiée pendant un moment, jusqu'à ce qu'il s'avère que le type qui courait nu dans la rue avait été vu en fait la veille du jour où Ted Ammon a quitté Manhattan pour les Hamptons. Tous ceux qui connaissaient Ted s'accordent à dire qu'il était hétérosexuel. Après avoir levé le doute sur ses activités extra-professionnelles, les enquêteurs s'intéressent aux ennemis potentiels de Ted Ammon. Il semble qu'il ait piétiné quelques plates-bandes. Remporte-moi ça. Et préviens ton copain. Encore une bourde comme ça et je vous vire tous les deux, c'est clair? Ted et Generosa avaient engagé 2 personnes qui, juste avant le meurtre, avaient poursuivi Ted. Ils réclamaient 5 millions de dollars pour défaut de versement de gages et d'indemnités. La bataille juridique de Ted avec ses extras est-elle une raison suffisante pour pousser ces derniers à le tuer? Toujours est-il qu'en tant qu'employés, ils avaient connaissance du système de vidéosurveillance. C'était forcément quelqu'un qui connaissait l'existence des caméras. Et que devient Generosa, l'épouse de Ted? Depuis qu'elle a demandé le divorce, ils vivent séparément. Elle a emménagé dans une maison de ville de 7 étages dans l'Upper East Side, un quartier chic de New York. Elle se passionne toujours autant pour la décoration. Et elle meuble aussi sa solitude. C'est en réaménageant l'immeuble de la 87e rue qu'elle a rencontré Danny Pelosi, un électricien employé par un de ses entrepreneurs pour effectuer la mise aux normes du bâtiment. Manifestement, ils se sont plu tout de suite. Vous devriez faire une pause. Avec plaisir. Danny Pelosi a commencé à passer beaucoup de temps en dehors de ses heures de travail avec Generosa. Nul doute que socialement, l'électricien se situe quelques échelons en dessous d'elle. Mais Generosa est fasciné par cet ours mal léché. Entre Generosa et Danny, il y avait clairement une attirance très forte. Danny Pelosi se décrivait lui-même comme un travailleur manuel, macho, qui a eu une aventure avec une femme du monde. Et il était très fier qu'elle veuille bien de lui, lui qui n'avait pas d'autre bagage que sa ceinture à outils, et qu'elle apprécie son charme, disons, un peu brut. Tandis que Ted passe de plus en plus de temps avec sa banquière de Manhattan, Generosa se met en ménage avec son électricien. Je vais m'en griller une petite. Danny, on ne fume pas ici. Il s'est passé à peine quelques semaines entre le moment où Danny a commencé à travailler sur le chantier et le jour où il s'est installé dans un hôtel de luxe avec Generosa. Du jour au lendemain, pour Danny Pelosi, l'argent coule à flot. Generosa accumulait les factures. Cet hôtel lui coûtait 50 à 100 000 dollars par mois. Il dépensait 500 $ pour un petit déjeuner entre amis. Ils en donnaient 50 au groom pour qu'il aille promener le chien et 100 au voiturier pour aller chercher la voiture alors qu'il payait déjà 100 $ de parking par jour. C'était de la folie. On aurait dit qu'il s'efforçait de dépenser cet argent le plus vite possible
comme s'il cherchait à provoquer Ted. Ça s'arrose. C'est la fête. Allez, on boit un coup. C'était fait avec ostentation, comme pour dire « Regardez tout cet argent que je dépense pour cet électricien sans qualification. Santé. Santé. » Leur seul but était d'irriter Ted Hammond. Et cela fonctionne. Ted et Generosa s'engagent dans une guerre sans merci pour négocier les conditions de leur divorce. Generosa croyait que Ted pesait entre 300 et 500 millions d'euros. Elle le disait à qui voulait l'entendre. Mais après l'éclatement de la bulle Internet, les avoirs du financier ont quelque peu fondu. Il valait plutôt dans les 80 millions de dollars. Elle allait finalement obtenir 25 millions, plus une ou deux maisons. Ce n'était pas si mal, mais elle en voulait davantage. Et Generosa va en avoir davantage, car Ted semble avoir oublié un détail important. Je t'aime. Moi aussi. Pendant que cette bataille juridique faisait rage entre eux, Ted Hammond n'avait même pas pris le temps de modifier son testament. Donc, tous ces biens sont allés à Generosa. Michael Dowd, l'avocat de Generosa, dit ignorer qu'elle figurait encore sur le testament. Elle pensait qu'étant donné que leur divorce se passait très mal, son mari l'avait depuis longtemps rayé de la liste de ses légataires. Nul ne sait pourquoi ce testament n'a pas été révisé, ni pourquoi Ted Hammond n'a rien fait pour le révoquer. Une semaine après sa mort, des centaines de personnalités viennent dire un dernier adieu à Ted au Lincoln Center. Dans cette foule, il ne manque qu'un visage éploré. Celui de son épouse, Generosa. Elle est occupée à préparer une toute autre cérémonie. Veux-tu m'épouser? Son mariage avec son électricien. Oui. 3 mois après l'assassinat de Ted, Danny épousait Generosa. Elle te plaît? Oui. Le lendemain, le 10 janvier, Generosa lui faisait un virement d'1 200 000 euros. La soif compulsive d'argent ajoutée à ce projet de mariage, cela fait déjà 2 mobiles pour Danny et Generosa. Sur ce, la police découvre qui a installé le système de vidéosurveillance de la maison des Hamptons. Le système de caméra avait été installé par Danny et un employé de la société d'alarme. Generosa a fait installer ses caméras par Danny Pelosi pour pouvoir espionner son mari. C'est répugnant. Elle voulait prouver que Ted avait une liaison. C'est à lui qu'elle a demandé d'installer des caméras dans leur villa de l'East Hampton. Et voilà que Ted est retrouvé battu à mort dans cette même maison. La nuit où Ted est assassiné, les caméras auraient pu filmer aussi le tueur si le système n'avait pas été saboté. C'était un indice sérieux pour l'enquête que ce système de surveillance très sophistiqué ait été neutralisé. Mais il était tellement sophistiqué que très peu de gens savaient le faire. Alors ce soir-là, qui met le système de caméra hors d'usage? Les seules personnes qui connaissaient l'existence de ce système étaient Danny, Generosa, la sœur de Danny, et peut-être 1 ou 2 employés. Une de ces personnes est sans doute l'assassin de Ted Hammond. 2 ans après que Ted Hammond a été violemment battu à mort, le ministère public soumet l'affaire à un jury d'accusation. Il y a 2 suspects. Son ex-femme Generosa et le 2e mari de celle-ci, Danny Pelosi. Mais Generosa Hammond nie toute implication dans ce meurtre. Je ne pense pas qu'elle ait quoi que ce soit à voir avec sa mort. Reste donc Danny Pelosi. Les enquêteurs lui découvrent un lourd passé judiciaire. Il devait déjà y avoir une vingtaine de délits à son actif. Agression, cambriolage, conduite en état d'ébriété. Qui plus est, Danny possède un taser, l'arme utilisée pour frapper Ted cette nuit-là.
Le procureur propose à Generosa de témoigner devant le jury d'accusation en échange de son immunité contre toute poursuite. Elle refuse. Et les enquêteurs sont conscients qu'il leur reste peu de temps. Elle était atteinte d'un cancer du sein en phase terminale et s'affaiblissait très vite. Si Generosa cache quelques secrets, elle l'emporte dans la tombe en août 2003. Une fois admise à l'hôpital, elle n'espérait plus en sortir. Elle refusait de se nourrir et elle a fini par mourir. C'était infiniment triste. Ça me faisait tellement de peine qu'elle soit partie de cette façon. Danny prend un dernier verre avec Generosa dans leur bar préféré. C'était une manière de dire « Je vais aller dans un endroit où ma femme et moi allions ensemble, je veux lui offrir un verre et je veux avoir ses cendres avec moi pour les merveilleux souvenirs que j'ai d'elle. » Mais il fait venir un photographe et un journaliste du New York Post. Ça en dit long sur Danny Pelosi quand même. Un an plus tard, Danny Pelosi n'est plus au bar, mais à la barre. Celle du tribunal où il est jugé pour le meurtre de Ted Hammond. La fine fleur de Manhattan se met en pause pour suivre ce procès tant attendu. Évidemment, la presse avait monté en épingle le côté ménage à trois. Du pain béni pour les journaux à scandale et la télévision. Rien de tel pour attirer l'attention. Les Américains sont friands de ce genre d'histoire. L'avocat de Danny Pelosi, Gerald Shargel, estime que la culpabilité ne repose que sur des preuves circonstancielles. Si Danny Pelosi l'avait tué de ses propres mains, est-ce qu'on n'aurait pas retrouvé des traces de son sang dans la chambre? Il n'avait pas de sang sur lui, et aucune trace d'ADN qui prouve son implication dans cette affaire n'a été trouvée. Il n'y avait pas de preuves scientifiques formelles. De notre point de vue, Danny Pelosi n'était pas le meurtrier. J'en ai marre de ces virements 3 fois par an. Je veux qu'il paye comptant. L'accusation est convaincue que Danny Pelosi avait un mobile. Ted Hammond a imposé des conditions draconiennes pour son divorce. Generosa n'a pas le droit de se remarier avant 3 ans. Quant à la prestation compensatoire, Ted la paye en plusieurs versements annuels. Danny a appelé un des avocats de Generosa, chargé du divorce, pour exiger que Ted verse l'argent comptant tout de suite. Il ne voulait ni paiement échelonné, ni clause restrictive, telle que concubinage ou remariage. Il exigeait que l'avocat règle cela immédiatement et lui apporte l'argent en liquide. Comment tu expliques ça? Apparemment, l'électricien travaille de moins en moins sur les chantiers et passe de plus en plus de temps dans les salles de jeu. Elle s'est rendue compte, et cela la mettait très en colère, que Danny dilapidait son argent. Et ils se disputaient constamment à ce sujet. Tu t'assois et tu restes là. Il emmenait ses amis à Las Vegas. Et entre le jeu et les femmes, il dépensait des fortunes en un rien de temps. Je me souviens en particulier d'un week-end record où il a dépensé au bas mot 200 à 300 000 euros en un week-end. Selon le procureur, Danny décide de tuer Ted, seule solution pour continuer à disposer d'une abondante trésorerie. Alors le samedi 20 octobre 2001, quelques jours avant que le divorce ne soit prononcé, Danny Pelosi se rend dans la villa de Ted, dans les Hamptons. Sachant qu'il pourrait être filmé, il neutralise le système de vidéosurveillance. Il a aussi pris soin d'enfiler sa combinaison de travail pour éviter que ses vêtements ne soient tachés de sang. On pense que Ted a été agressé pendant son sommeil. Danny sort son taser. Il lui a asséné une trentaine de coups sur la tête et d'autres sur le corps. Il est mort sous les coups d'un objet qui n'a jamais été retrouvé. Aucune arme n'a jamais été montrée au jury. À défaut de preuves scientifiques formelles, l'accusation a un témoin clé.
Le père de Danny, Robert Pelosi, était un témoin à charge. Danny lui avait demandé s'il connaissait un endroit sûr où cacher quelque chose que personne, jamais, ne devait trouver. Voulait-il parler de l'arme du crime? Des amis de Danny, auxquels celui-ci aurait confessé son crime, viennent également à la barre. En réalité, Danny avait presque avoué son crime en faisant certaines déclarations compromettantes à plusieurs personnes. Sans arme du crime, ni preuve scientifique formelle, le mobile avancé par l'accusation ne tient pas vraiment. L'avocat de Danny est confiant. On ne sait jamais ce que les jurés vont décider. Mais j'ai pensé que le procès pouvait très bien aboutir à un acquittement. C'est alors que le flambeur de seconde zone a le culot de venir à la barre des témoins. Il n'y avait aucune raison pour que Danny vienne témoigner. Il l'a fait, et ça a été un désastre. Lors d'un contre-interrogatoire, Pelosi avoue qu'il aimait bien faire peur à ses collègues avec son taser. Ce témoignage, ajouté au poids des preuves circonstancielles, suffit à convaincre les jurés. Daniel Pelosi est déclaré coupable de meurtre. Il est condamné à 25 ans d'emprisonnement. À ce jour, il continue de clamer son innocence. Pas de traces de sang, pas d'ADN, aucune preuve scientifique, pas d'échantillon de cheveux. Rien qui relie Danny Pelosi à ce meurtre. Les riches sont censés avoir des goûts raffinés, mais j'ai souvent vu des gens fortunés attirés par des individus d'une autre classe. Et c'est précisément à ce charme quelque peu bas de gamme que va succomber un magnat du pétrole texan qui veut goûter à des plaisirs coupables. La chaleur est étouffante en ce jour de l'été 2004. En pénétrant dans une luxueuse propriété à Austin, au Texas, des policiers sont saisis par une odeur épouvantable. On était en juillet, un mois très chaud au Texas. Il y avait quelque chose d'anormal et de nauséabond aussi. Pour des flics chevronnés, c'est une odeur qui ne trompe pas. C'est l'odeur de la mort. Le corps était en état de décomposition avancée quand ils l'ont trouvé. Ils ont estimé qu'il était là depuis environ une semaine. Une chose est sûre, la victime n'est pas morte de mort naturelle. Le cadavre portait plusieurs impacts de balles. Depuis ce jour de janvier 1901 où l'or noir a jailli du sol à Beaumont, l'industrie du pétrole est la plus florissante qui soit au Texas. Au tournant du 21e siècle, Jimmy Just est l'un des magnats de l'industrie pétrolière de cet État. Le pétrole, il l'a dans le sang, comme toute sa famille depuis des générations. Jimmy a toujours eu de l'argent. Il gagnait des centaines de milliers de dollars par an, et jusqu'à 1 ou 2 millions certaines années. Et ça, c'était il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, ça représenterait 6 ou 7 millions de dollars. Il avait toujours été très à l'aise. Non seulement Jimmy est richissime, mais il est beau et séduisant. Jimmy avait tout d'une star de cinéma. Il était vraiment bel homme. Il tenait à la fois de Burt Reynolds et de Cary Grant. Cette belle gueule est un atout majeur quand on a comme lui une passion pour les femmes. Jimmy Just était riche et beau, la combinaison gagnante pour un grand séducteur. Les femmes, il les collectionnait. Il les aimait grandes avec de gros seins. Et il en avait toujours plusieurs à la fois. Le magnat du pétrole se complaît dans cette vie de playboy. Pas question d'y renoncer pour épouser une de ses ravissantes célibataires. Jusqu'au jour où il rencontre Rhonda Glover. Rhonda Glover avait tous les attributs que l'on a coutume d'associer à l'expression « belle à se damner ». Tout chez elle était d'une beauté parfaite. Jimmy est subjugué. Elle est belle, grande, avec une grosse poitrine, mince, athlétique même.
Non seulement Rhonda Glover a été lauréate d'un concours de beauté, mais elle est aussi une plantureuse championne de rodéo. Vous connaissez l'expression « avoir ce qu'il faut là où il faut ». Eh bien, c'était le cas de Rhonda Glover, et elle le montrait. Jimmy aime les femmes à la fois charmantes comme lui et brutes comme son pétrole. Avec Rhonda Glover, il a encore touché le pactole. Tout cela se résumait au fait qu'elle était incroyablement performante au lit. Une véritable bombe sexuelle, et Jimmy aimait qu'on le secoue. Si cette femme était une bête de sexe, Jimmy ne pouvait que devenir son esclave. Bientôt, dans la bonne société de Houston, on ne parle plus que de Jimmy et de Rhonda. Avec la notoriété et la richesse de Jimmy Just, ajoutée à la beauté et au charisme de Rhonda Glover, on nage en plein conte de fées. Voilà le stéréotype du couple parfait, surtout aux yeux de la bonne société de Houston. Maintenant que Jimmy Just a succombé à ses charmes, Rhonda va avoir accès à une inépuisable réserve d'argent. Fou amoureux d'elle, l'exubérant baron du pétrole accède à tous les désirs de sa déesse. Jimmy lui offrait absolument tout ce qu'elle voulait. Si elle était lassée d'une maison, il lui en achetait une autre. Elle préférait un appartement, il lui en trouvait un. Une voiture, pareil. Il était dingue d'elle. Il voulait être sûr qu'elle avait tout ce qu'elle désirait. Au bout de 5 ans, Jimmy est payé en retour. Rhonda lui donne un fils. Mais même l'arrivée de cet enfant ne parvient pas à mettre un frein à la vie de ce couple uniquement faite de jouissance. On revient bientôt. C'est promis. Quand leur fils est né, ils lui ont consacré du temps, mais sans pourtant changer grand-chose à leur style de vie. Ils ont continué à sortir, à voyager, à faire ce qu'ils voulaient. Et ce qu'ils veulent, c'est faire la fête. Loin de s'assagir, ils mènent une vie de plus en plus dissolue. Ils faisaient des trucs fous, prenaient toutes sortes de drogues et se conduisaient comme des détraqués. L'alcool et la drogue sont au rendez-vous presque tous les soirs. Le sexe également. Et pas seulement à deux. Tout le monde racontait qu'elle amenait tout le temps une autre fille, pour des plans à 3. C'était de notoriété publique qu'ils invitaient d'autres partenaires. Mais Jimmy et Rhonda vont bientôt se rendre compte qu'à force de vivre tout le temps à 100 à l'heure, tôt ou tard, on finit dans le mur. Le magnat texan Jimmy Just sait s'y prendre et il a l'œil infaillible en affaires. Mais il a un faible pour les brunes plantureuses. Et il n'y en a pas de plus sexy que la championne de rodéo, Rhonda Glover. La relation de Jimmy et Rhonda est comme du pétrole brut. Une étincelle et ça explose. Mais lorsqu'un jour, en plein été, par une chaleur torride, la police arrive chez Jimmy, force est de constater que cette flamme qui brûlait si ardemment s'est éteinte. 25 juillet 2004. Personne n'a vu Rhonda et Jimmy depuis plusieurs jours. Un proche alerte la police qui se rend dans la luxueuse villa de Jimmy à Austin. Elle trouve la porte ouverte. Devant la chambre, il y a un vestibule. C'est là qu'il trouve un homme mort, couché sur le dos. Quelqu'un a mis brutalement fin à la vie de fêtard que menait le magnat du pétrole. Et avec violence. Son corps est criblé de balles. Plusieurs balles ont été tirées alors que le cadavre de Jimmy Just gisait à terre, notamment 2 sous la ceinture. La scène de crime est jonchée d'étuis de balles de 9 mm. Et la maison est sans dessus-dessous. Mais il n'y a aucune trace d'effraction ou de vol. Quand ils apprennent la nouvelle, les amis de Jimmy sont abasourdis. Un ami m'a téléphoné. Jimmy Just est mort. J'ai dit quoi? Ça a été un choc. Le meilleur ami de Jimmy, Danny Davis, exploitant pétrolier lui aussi,
se demande qui a bien pu vouloir éliminer un homme aussi sociable. Quand j'ai appris la mort de Jimmy, j'ai eu beau réfléchir, je ne voyais pas qui avait pu le tuer, ni pourquoi. En plus d'élucider le meurtre de Jimmy, les enquêteurs doivent rechercher son amie Rhonda et leur fils, qui ont tous deux disparu. Ils savent, ou tout au moins soupçonnent, que Rhonda Glover et son fils étaient dans la maison. Et ils craignent que Rhonda et l'enfant n'aient été enlevés. Jimmy Just a placé des millions de dollars dans des puits de pétrole d'un bout à l'autre du Texas. Une de ces transactions aurait-elle fait des jaloux? Peut-être un rival de Jimmy a-t-il kidnappé Rhonda et son fils avec une idée derrière la tête? En tout cas, ils veulent à tout prix retrouver cette femme et son enfant. En fouillant dans le passé du couple, les enquêteurs constatent que la relation de Rhonda et Jimmy avait commencé à battre de l'aile. La relation de Jimmy et Rhonda était très orageuse. La passion amoureuse vole en éclats lorsque Jimmy apprend que Rhonda n'est pas la femme d'un seul homme. Un jour, il a su qu'elle était avec un autre. Eh bien, il a escaladé le mur jusqu'au 2e étage, comme Spider-Man. Il est entré dans l'appartement et là, ça a bardé. Sous mon toit! Et ce n'est pas la première fois qu'elle le trompe. Dégage! Je suis chez moi! Rhonda était très portée sur le sexe. Et elle se jetait sur tous ceux qui l'attiraient sexuellement. À en croire l'écrivain Burl Barer, Rhonda Glover tenait le baron du pétrole à sa merci. Rhonda n'avait rien d'un ange. Elle était capable du pire. C'est comme ça que les hommes se font avoir. Vous rencontrez une femme qui vous plaît, et là vous êtes cuit, foutu, flambé. Parce que cette femme, il vous la faut, et elle va vous rendre dingue. C'est bien ce qui se passe pour Jimmy. Les disputes du couple deviennent de plus en plus violentes. On a souvent raconté que la police était appelée chez eux, ou dans une chambre d'hôtel, où ils étaient en train de se tabasser mutuellement. Jimmy arrivait avec un œil au beurre noir en disant ce qu'on dit dans ces cas-là. Je me suis cogné dans un mur, ou je suis tombé dans les escaliers, ou encore je me suis donné un coup avec mon club de golf. Les amis de Jimmy essaient de le convaincre de rompre avec sa tigresse. Je lui ai dit, mon vieux, il faut que tu laisses tomber. Il faut arrêter cette folie. Elle s'en trouvera un autre, laisse tomber. Mais il ne l'a pas fait. J'ai un petit quelque chose pour toi. Jaloux et fou amoureux, C'est très important pour moi. Jimmy pense guérir Rhonda de ses frasques en lui proposant le mariage. Qu'est-ce qu'elle est belle! J'adore! Il a dit, je vais épouser Rhonda. Je lui ai offert une bague, tout va s'arranger. Je suis dingue d'elle. Je veux qu'elle soit ma femme. Il lui a offert une bague qui devait valoir 350 000 $. Alors? Merci, chérie. Et si je dis non, je peux garder la bague? Comment ça? Rien ne peut acheter la fidélité de Rhonda. Je ne te comprends pas. Elle ne voulait pas l'épouser. Elle a refusé. En 2003, l'idylle de Rhonda et Jimmy, qui durait depuis 15 ans, prend fin. Rhonda va s'installer dans un appartement à Houston, mais continue à voir Jimmy. Et d'autres hommes. L'assassin de Jimmy serait-il un de ses amants jaloux? Il lui arrivait, à ce que l'on dit, de séduire d'autres hommes. Mais je ne crois pas que l'on puisse en trouver un en particulier avec lequel elle ait eu une relation durable. Chez Jimmy, les enquêteurs passent tout au peigne fin. Ils finissent par trouver un indice. Dans la cuisine, ils ont trouvé la carte d'un magasin d'armes à feu et d'un club de tir du quartier. Les détectives téléphonent à ce magasin d'armes pour demander s'ils connaissent Jimmy. La réponse est non, pas de Jimmy Just. En revanche, ils ont une cliente du nom de Rhonda Glover. Ils nous ont dit qu'ils avaient des informations sur Rhonda Glover, qu'elle leur avait acheté un pistolet semi-automatique.
La police ne pense plus que Rhonda Glover a été enlevée, mais plutôt que l'ancienne reine de beauté est armée et en fuite. Dans un relais routier du Kansas, des agents de la police d'État s'approchent prudemment d'un camping-car de location. À l'intérieur, Rhonda Glover. Sortez, s'il vous plaît, mademoiselle. Suspect numéro 1 du meurtre de son amant Jimmy Just. Elle a été arrêtée au Kansas par un policier qui vérifiait les plaques d'immatriculation. Son fils de 9 ans est là aussi. Rhonda se rend sans résistance. L'enfant était sain et sauf. Elle a été emmenée pour l'interrogatoire. Dans le camping-car, la police trouve 9 000 $ en liquide, une Bible, dont certains passages parlant de meurtre sont soulignés, et une poignée de balles de 9 mm, les mêmes que celles qui ont tué Jimmy Just. L'inspecteur Arthur Fortune, enquêteur criminel à Austin, se rend au Kansas pour mener l'interrogatoire. Si Rhonda est troublée par son arrestation, elle n'en laisse rien voir. Le détective Walker et moi-même l'avons trouvée très désinvolte. Elle était très décontractée et elle posait des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Quelqu'un est mort? Est-ce que Jimmy va bien? Sous l'avalanche de questions, elle commence à perdre son calme. Ils lui ont posé toutes sortes de questions auxquelles elle avait toujours des réponses, jusqu'au moment où elle a craqué et avoué qu'elle avait tué Jimmy. L'inspecteur Arthur Fortune a ses aveux. La prochaine question est pourquoi? Quel était le mobile? Qu'est-ce qui avait bien pu pousser Rhonda Glover à tuer le père de son enfant, un homme qui l'aimait de tout son cœur et de tout son être au sens propre du terme? Il n'y avait rien de rationnel là-dedans. Rhonda prétend qu'elle n'a pas eu le choix. Sa version des faits est que Jimmy l'a agressée et qu'elle s'est défendue en lui tirant dessus. Oh non, donne-moi ça! Donne-moi ça! Elle était soi-disant montée au grenier chercher des affaires de camping, pensant qu'il n'allait pas rentrer. Mais il monte. Arrête! Il la menace. Non! Elle lui dit « Je vais te tuer ». Et dans un geste désespéré de légitime défense, elle le tue. Elle a tiré jusqu'à ce qu'il soit mort. S'il s'agissait de légitime défense, pourquoi Rhonda n'a-t-elle pas aussitôt appelé la police? Pourquoi a-t-elle laissé le cadavre de Jimmy pourrir pendant des jours? Pourquoi est-elle partie avec un camping-car de location? Elle avait tout prémédité. Elle avait prévu d'aller jusqu'à Aspen, dans le Colorado. En février 2006, Rhonda Glover est jugée aux assises. Le procureur dépeint Rhonda comme une intrigante, une aventurière qui ne s'intéresse qu'à la fortune de Jimmy Just. Mais 2004 n'avait pas été une année faste pour le magnat du pétrole. Il gagnait de l'argent quand le marché du pétrole et du gaz était florissant et quand les cours chutaient, il en perdait. Et dans ces moments-là, l'affection de Rhonda fléchissait aussi. Les gens disaient qu'elle s'était lassée de lui parce qu'il n'avait plus d'argent. Ce qui est sûr, c'est que Rhonda perdait la tête. Elle souffrait de délires paranoïaques et de bouffées délirantes. Rhonda s'imaginait que Jimmy était en cheville avec le diable, que Satan et lui faisaient des affaires ensemble, et qu'ils avaient même des relations sexuelles dans une grotte, sous la maison, et qu'elle devait arrêter Satan. Mais je savais que quelque chose ne tournait pas rond. Ils devenaient dingues, tous les deux. C'était de la folie. Elle forçait sur la coke et les amphétamines, au lieu de suivre un traitement pour sa maladie mentale. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle des drogues récréatives. Les gens s'amusent avec, sinon ils n'en prendraient pas. D'après l'accusation, Rhonda a imaginé un moyen de mettre un terme à cette idylle qui tournait mal, tout en s'en tirant à bon compte.
À mon avis, Rhonda méditait ça depuis un bout de temps. Elle avait prévu son coup. Elle avait acheté le revolver et s'était entraînée pour avoir la main sûre. Les moniteurs du club de tir se disent impressionnés. Excellent tir, et vous réarmez vite, bravo. Non seulement la nouvelle élève est agréable à regarder, mais en plus elle comprend vite. Elle y allait 2 à 3 fois par semaine, d'où ses progrès. Les moniteurs se souviennent aussi que Rhonda leur demandait des conseils précis. Je voulais vous demander, supposons que je rentre chez moi et qu'il y a un cambrioleur en train de regarder la télé. Qu'est-ce que je fais? Vous lui tirez dessus. Et si je suis dans la chambre et que l'intrus arrive par le couloir? C'est comme ça que Jimmy a été tué. Qu'est-ce que je fais? Pareil, vous vous protégez. On y retourne. D'accord. Elle a répété ce meurtre je ne sais combien de fois, jusqu'au jour où elle l'a commis pour de bon. Le 21 juillet 2004, Rhonda informe Jimmy qu'elle va passer chez lui chercher quelques affaires. Elle sait que Jimmy, toujours aussi épris d'elle, ne résistera pas à l'envie de rentrer chez lui pour la voir. Elle lui réserve une surprise. Jimmy est pressé de la voir. Il en meurt d'envie. Elle l'attend, mais avec un 9 mm. Il s'engage dans le couloir, tout heureux de la voir. Elle lui tire dessus, plusieurs fois. Puis quand il est à terre, elle s'approche et lui tire entre les jambes. Ce n'était pas de la légitime défense. Elle l'attendait pour le tuer, pour se débarrasser de lui. Elle l'a transpercé de 9 balles avant de s'enfuir. La délibération des jurés ne durera que 3 heures. Rhonda Glover est reconnue coupable. Verdict, 46 ans d'emprisonnement. Pour Danny Davis, l'ami de Jimmy, justice a été rendue. Mais cela ne lui rendra pas son meilleur ami. Il serait en train de s'amuser alors qu'il est. Il ne se passe pas un jour sans qu'il me manque. Et elle, est-ce qu'elle me manque? Non. Si elle est encore en vie le jour de sa libération, Rhonda Glover aura perdu depuis longtemps son envoûtante beauté. Quand on se croit au-dessus de toutes les règles, on risque un jour d'en payer le prix fort. Danny Pelosi, le séducteur bas de gamme, aimait trop l'argent. Quant à la championne de rodéo, Rhonda Glover, en voulant atteindre des sommets, elle a supprimé l'homme qu'il adorait. Malgré leur éclat, ces diamants ont un cœur de pierre. C'était Christopher Mason. À bientôt pour un prochain épisode de Petit meurtre entre riches.